Hello, c'est Manu Arthur et tu es sur Business Expertise, la plateforme où l'on parle d'entrepreneuriat, de mindset et de création de richesse. Alors, si tu es intéressé par toutes ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner right now pour ne pas rater nos contenus. Et spécialement aujourd'hui, on a un invité de taille. Alors, c'est un profil qui a fait plus de 20 ans. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'agro-business. Et bien sûr, on a abordé pas mal de sujets d'actualité et bien sûr des opportunités pour réussir dans le domaine de l'agro-business. Alors, sans plus tarder, let's go! Perfect. Comme annoncé, aujourd'hui, on parle agro-business avec notre invité Steve. Steve, comment tu vas? On va te laisser d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Écoute, ça va très bien. Je te remercie pour l'invitation et je salue tous les abonnés. Moi, c'est Steven Moussa, consultant agricole sénégalais, de formation sénégalaise. Et globalement, c'est ça. On est là aujourd'hui pour partager l'expérience et essayer de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Right. Steve, comme je l'ai compris, hein, tu as fait ta formation ici et pas en Europe, pas ailleurs. C'est quoi ta relation avec le Sénégal? Écoute, moi je suis arrivé au Sénégal très jeune, hein, j'avais 16 ans et toujours en milieu rural. Et donc le destin a fait que je me suis tourné vers l'agriculture et j'ai été formé donc ici au Sénégal, dans le Saloum plus précisément, juste à côté de Sokone. Donc c'est là-bas où j'ai fait ma première formation dans le milieu de l'agriculture générale. Et après, j'ai eu l'occasion de me spécialiser dans plusieurs domaines. Et voilà, c'est un long parcours qui fait aujourd'hui plus de 20 ans et qui fait que je suis là avec toi devant la caméra. Parce que après moi, ce qui me vient en premier, c'est qu'on est là dans un contexte où il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir, quoi. C'est-à-dire, toi, tu viens d'un milieu où beaucoup de gens pensent que voilà quoi, là-bas c'est beaucoup mieux, là-bas c'est la belle vie and everything. Et là tu viens dans un milieu où tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que ici c'est l'enfer, donc il faut quitter. Donc raison pour laquelle on a quoi? On a des pirogues qui partent du Sénégal pour aller en Espagne. On parle aussi de Nicaragua, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, mais c'est vrai que tout repose, comme on dit ici, Dogolo Yalala. C'est Dieu qui décide, c'est la destinée. On ne choisit pas son destin. Ok? Moi, je suis arrivé ici, au Sénégal, au Togo, au Burkina, au Mali, en 2003. Je n'ai pas choisi de venir. C'est le destin qui a fait que je suis venu. Ok? Mais souvent, je dis qu'aujourd'hui, on est dans une ère numérique où il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et c'est là où on se pose la question de pourquoi la jeunesse sénégalaise en particulier est prête à miser sa vie dans des pirogues ou dans des Nicaragua pour aller voir ailleurs. Alors c'est vrai que l'être humain a envie d'aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est naturel de vouloir aller voir ailleurs. Mais si on se renseigne bien et qu'on regarde vraiment ce qui se passe dans le monde et surtout en Europe, on se rend compte que la diaspora, c'est-à-dire les afro-descendants, en gros les noirs européens, parce qu'il y a des noirs français, il y a des noirs et autres, mais ils cherchent tous à venir en Afrique, et principalement au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est un havre de paix dans une sous-région chaotique. Et c'est là où vraiment il faut se poser la question qu'il y a énormément de potentiel ici, et c'est vraiment triste de voir cette jeunesse-là vouloir à tout prix est prêt à payer beaucoup d'argent pour miser sa vie, et le pourcentage qui arrive à arriver sur place là-bas et qui arrive à faire quelque chose, il est minime. Ouais. Donc moi personnellement, j'arrive pas à comprendre ça, mais bon, on peut le comprendre. On peut le comprendre, on peut le respecter parce qu'effectivement, l'être humain a envie de voyager. Ça, on n'y peut rien. Parce que il y a cet aspect de communication dont tu as parlé un peu plus tôt, parce que avec les réseaux sociaux, etc., on peut te vendre facilement du rêve. Parce que les gens peuvent voir quelques personnes qui ont voyagé et qui viennent réaliser des choses ici. Mais ils ne voient pas forcément, pour moi, les gens qui sont partis et qui n'ont pas réussi là-bas. Sur 100 personnes, est-ce que les gens se demandent combien sur 100 personnes arrivent
à s'en sortir vraiment là-bas pour venir réinvestir ici au Sénégal. Et il y a ça quoi pour moi. Après, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que soit tu pars en Europe ou ailleurs dans le monde avec un bagage intellectuel de formation et des diplômes pour une mission concrète, soit tu pars dans des filières troubles où tu vas être dans la drogue ou dans la prostitution. Mais si tu pars là-bas sans un bagage vraiment intellectuel, etc., vraiment sur une mission concrète, quel est l'intérêt? Même moi, je suis d'origine française et je vois ce qui se passe aujourd'hui en France, mais les Français eux-mêmes sont fatigués avec le coût de la vie, avec beaucoup de choses. Mais il suffit d'allumer la télé pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, quel est l'intérêt de fuir ici pour aller là-bas? En plus que là-bas, le climat fait que quand tu rentres en hiver, là-bas, on ne va pas te dire viens dormir chez moi ou viens manger tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bob, ça bob, chacun pour soi. Donc, il faut prendre les bonnes décisions, bien réfléchir avant. Mais sinon, après, si on reste au Sénégal, tu penses qu'il y a des choses à faire ici? Il y a énormément de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout à faire ici. Il y a tout à faire. Il y a tout à développer. Maintenant, c'est pas facile. Il faut prendre des risques. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Il faut savoir entreprendre. Il ne faut pas tout attendre aussi de l'État ou de qui que ce soit. Il faut aller avec ses idées, oser. Et pour preuve, beaucoup s'en sortent. Et beaucoup arrivent à développer des choses en faisant d'énormes sacrifices. Encore une fois, il faut faire des sacrifices. Mais c'est pas l'argent facile n'existe nulle part. Il y a forcément un prix à payer. Ça, en tout cas, c'est ma vision des choses. Tout à fait. Après, moi, je remarque que beaucoup de jeunes, le souci qui revient à chaque fois, ils vont te dire oui, on a besoin de financement, on a besoin d'accompagnement, etc. Et pour toi, de quoi est-ce qu'on a besoin pour lancer son business? Après, encore une fois, tout dépend de quel business il choisit. Moi, dans mon domaine, on parle d'agro-business, on parle d'agriculture. Comme je dis souvent, et je l'ai déjà répété, on n'a pas besoin d'énormément de moyens. Il suffit d'avoir un petit bout de terrain, quelques sous pour payer de la semence ou autre, et après, c'est sa volonté. Comme je dis, on a 2 bras, 2 jambes et sa volonté. Donc, il n'y a aucune raison de chercher des financements extravagants. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Démarrez avec ce que vous avez, avec vos compétences, et les choses viendront naturellement. Il ne faut pas les forcer. Parce que moi, après, quand on me parle d'agriculture, moi qui ai un peu fait l'école, je pourrais penser au tracteur, je pourrais penser à tous ces outils-là et je pourrais me dire automatiquement que ça, c'est un domaine qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour démarrer, quoi. Oui? Donc, comment est-ce que concrètement un jeune qui n'a... Voilà quoi, qui a des moyens très limités, comment est-ce qu'il pourrait démarrer, selon toi, dans l'agriculture? Encore une fois, dans l'agriculture, pour démarrer, tu n'as pas besoin d'un tracteur, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu peux même louer, tu peux faire beaucoup de choses. C'est une question de volonté. Moi, par exemple, dans la zone dans laquelle je suis, après entre Mbour et Joal, là-bas, l'eau n'est pas profonde. Comme ici à Dakar, on appelle la zone des Niayes. Tu creuses 2 mètres, tu as de l'eau. Donc si tu as un terrain de 500 mètres carrés, et pour preuve, tu vois là en pleine ville, il y a des parcelles non construites, ou même sur le rond-point là de la Patte d'Oie, il y a des jardins qui sont là. Tout à fait. Ils ont creusé un trou, ils ont de l'eau, ils ont une parcelle de terrain et ils y vont avec leurs moyens. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'irrigation. Les gars, ils sont avec leurs 2 bras, leurs 2 jambes, leurs seaux, ils prennent l'eau, ils arrosent et ils font leur business. Après, il y a quelqu'un qui pourrait se dire que oui, moi, j'ai pas fait l'école jusqu'à arriver à un certain niveau pour aller travailler la terre, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions à un moment donné. Parce que, encore une fois, quand je dis souvent, on parle d'étudiants chômeurs. Mais qui t'a forcé à faire telle ou telle étude? C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans quelque chose, il faut étudier le potentiel. C'est comme un business. Avant de se lancer dans un business, tu fais une étude de marché. C'est pareil dans les études. Avant de vouloir, par exemple, tu peux faire des études pour devenir médecin. Médecin, on en a toujours besoin. Mais tu veux être informaticien ou je sais pas, moi, je maîtrise même pas ce domaine-là. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. C'est comme dans la vente ou quoi aux caisses. Et tu arrives après avec plusieurs années d'études, sans boulot. Tu crois que les gens vont te donner du travail? Ça n'existe pas. Et pour preuve, la plupart qui s'en sortent, ils n'ont aucun diplôme. Moi, personnellement, j'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme. J'ai juste ma tête. Et des compétences. Oui, mais les compétences, elles s'acquièrent au fur et à mesure. Les compétences ne s'achètent pas.
Les compétences, elles s'acquièrent avec le temps. Donc, il faut savoir être patient. Moi, dans mes débuts, j'étais payé 50 000 francs CFA par mois ici, à Diamniadio à l'époque, dans les champs de tomates. Waouh. Mais après, quand tu me dis ça, et que, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller en Espagne pour travailler dans les plantations, pour recevoir quelque chose. Mais après, je me dis, mais waouh, un Français qui vient au Sénégal pour travailler pour 50 000 francs. Donc, au début, est-ce que vraiment c'était pour l'argent que tu l'as fait? Non, mais c'est jamais pour l'argent au début. Au début, encore une fois, dans n'importe quel domaine, tu vois les gens qui cherchent des stages ou autres, c'est pour acquérir de l'expérience. Parce que tu peux avoir fait une formation dans un domaine quelconque, mais ta formation, tu n'as aucune expérience. Tu dois faire des preuves. C'est ce qu'on appelle le CV. Il faut remplir le CV pour arriver à quelque chose, ou même prétendre à vouloir entreprendre dans un business. Et ensuite, acquérir assez de compétences et d'expertise pour bénéficier de financement. Mais tu arrives comme ça du jour au lendemain, tu cherches, on veut de l'argent, on veut ceci, cela, et tu n'as rien prouvé. Donc, il faut commencer au bas de l'échelle et doucement, doucement, tu montes les étapes. Tout à fait, tout à fait. Et il y a autre chose aussi, parce qu'on parle de... Normalement, ici, il y a des formations, etc., dans l'agrobusiness, etc. Est-ce que, pour toi, un diplôme dans une formation d'agrobusiness, etc., c'est forcément gage de compétences? C'est quoi le rapport pour toi entre diplôme et compétences? Est-ce qu'il y a un rapport? Les compétences, non, parce que le diplôme, on va dire que c'est le savoir théorique. C'est le papier. Et entre le papier et la vraie vie, il y a souvent une grande différence. Ok? Donc forcément, la vie, tu ne l'apprends pas à l'école. La vie, tu l'apprends dans la rue, sur le terrain, dans la réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, n'importe quel type de formation, c'est bien, ça te donne les bases. Et après, forcément, il faut que tu aies de l'expérience dans du réel. Parce que tu peux même apprendre certaines choses dans la théorie qui, en pratique, en réalité, ne correspondent pas. Et après, chaque secteur, chaque environnement a ses réalités. Et il faut savoir s'adapter à tout moment. Tu comprends? Et c'est là où je dis souvent que l'intelligence n'est pas le diplôme, mais la faculté d'adaptation. C'est là où tu vois quelqu'un qui est intelligent ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends totalement, quoi. Et moi, j'ai compris une chose essentielle dans ce que tu as dit, parce qu'au début, tu as dit que tu es venu travailler dans des champs pour 50 000 le mois. Ce n'était pas forcément pour de l'argent, c'était pour des compétences. Et c'est-à-dire pour que vraiment le domaine de l'agriculture commence à te payer correctement, tu as dû attendre combien de temps? Tu sais, moi, à la sortie de ma formation agricole, à l'époque, j'étais à Pout, à côté de Thiès. Je suis allé voir une maman que je connaissais, qui avait un grand champ, et je lui ai dit, écoute, moi, je sors de ma formation, j'ai pas de terrain. Est-ce que tu peux me prêter un bout de terrain chez toi? Et je vais essayer de faire quelque chose. De valoriser le terrain. Ça, c'était en 2004. Au mois de mai, j'avais semé du gombo. Il n'y avait pas d'eau sur le terrain. Je prenais 2 seaux, tu sais, les bidons de 20 litres là. J'allais à peut-être 100 ou 200 mètres à l'entrée du village, prendre avec la main mes 2 bidons d'eau et je fais les allers-retours pour remplir un barigot de 200 litres. J'avais commencé avec 100 mètres carrés. J'avais mis une tente. Je t'enverrai même la photo. J'avais mis une tente comme ça, tu sais, les tentes de Décathlon, tout ça là. Et je dormais sur place en dessous des manguiers. Malheureusement, c'est l'année où il y a eu les criquets pèlerins qui ont... Oui, je me rappelle, c'était du temps d'Abdoulaye Wade. Il y a eu les criquets pèlerins, ils ont tout ravagé. Après, je me suis retourné. J'ai cherché d'autres solutions. Tu comprends ou pas? Et tu es resté dans l'agriculture? Ouais, toujours, parce que tu sais, on choisit pas, il y a des choses qu'on choisit pas. Moi, c'est la destinée qui m'a mis dedans. Après, tu sais, moi, je suis assez polyvalent. Je me suis spécialisé aussi avec les eaux et forêts à Pout, dans la production de plants en pépinière. Donc après, j'ai lancé ma propre pépinière. Quand je travaillais pour 50 000 francs CFA, j'étais déjà responsable de famille. Mais je faisais ça aussi pour acquérir de l'expérience et rencontrer des gens. Parce que c'est la relation humaine, c'est ça qui te fait ouvrir des portes au fur et à mesure. Donc de fil en aiguille, il y en a un qui me met chez l'autre, l'autre qui me met chez l'autre, 1, 2, 3, 4, tu comprends ce que je veux dire? Et on évolue comme ça. Mais c'est très très long, c'est une très longue histoire. Là, je viens d'apprendre 2 leçons dans ton parcours. C'est qu'au début, ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est plus une question de compétence et une question de réseau.
je me fais des contacts. Exactement. OK? Exactement. Et en même temps, je reste patient. Exactement. OK? Et au début, c'est pas forcément évident que ça marche parce que dans ton cas, tu as eu les criquets qui sont venus ravager ton truc. Et tu es resté néanmoins dans ton business, quoi. Aujourd'hui, pour toi, c'est-à-dire, quels sont les plus gros challenges qu'un débutant peut rencontrer dans le domaine de l'agrobusiness? Bon, les plus grosses difficultés, c'est que les domaines de l'agriculture en général, parce que l'agriculture c'est très large. Tu as le maraîchage, le fruitier, l'élevage, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un métier, comme beaucoup d'autres, qui a beaucoup de contraintes. Tout seul, tu ne peux pas tout gérer. Donc forcément, tu dois faire appel à d'autres personnes. Et ça, c'est un premier facteur bloquant ici au Sénégal. C'est de trouver des personnes compétentes, de confiance, qui vont te permettre de pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça qu'au début, on dit commencer petit et maîtriser la chaîne de A à Z. Mais tu ne peux pas démarrer avec des centaines d'hectares et tout maîtriser. Donc tu commences avec 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et là, tu maîtrises du semis à la récolte en passant par la commercialisation. La commercialisation. Et après, c'est au fur et à mesure que tu développes ton activité. Et ça, je pense que c'est valable dans toute activité. Pour toi, entre le travail de l'agriculture et après la commercialisation, pour toi, c'est quoi la partie la plus difficile? Pour moi, les deux sont équivalents. Et encore une fois, c'est une question de confiance avec qui tu traites. Parce que tu as des gens mal intentionnés qui vont faire en sorte que... Parce que tu sais, le problème de l'agriculture, c'est qu'on parle aussi de produits périssables, qui ont une durée de vie limitée. Quand tu récoltes tes tomates ou ton piment, tu as quelques jours pour les vendre. C'est pas comme par exemple la pomme de terre ou l'oignon où tu peux les stocker si tu as de quoi les stocker. Tu fais du poulet, ton poulet arrivé à 40-45 jours, toi tu avais une trésorerie te permettant de les alimenter, tu es en fin de trésorerie. Il faut absolument que tu vendes ton poulet pour faire tourner la machine. Et tu as certaines personnes mal intentionnées qui vont profiter de ces faiblesses-là parce qu'ils le savent. Que le délai il est court. Pour te mettre la corde au cou. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi où le relationnel est très important, d'avoir les bons partenaires, les bons clients, les bons collaborateurs dans ton projet pour que ça fonctionne. Beaucoup se cassent les dents. Mais c'est en marchant, en tombant, qu'on apprend aussi de ses erreurs. Et c'est là où on peut rectifier. Alors on peut apprendre ça dans des formations ou autres, mais la vraie formation, c'est la réalité. C'est l'expérience réelle, c'est ça la vraie formation. Tout à l'heure, tu as parlé de durée de vie de la récolte qui peut parfois être très limitée, surtout quand tu fais les fruits, les légumes, tout ça là. Et pour toi, c'est quoi la solution aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment rallonger cette durée de vie là et pour qu'il y ait plus de pression à ce niveau-là? Bon, il y a plusieurs méthodes. Après, encore une fois, moi, ce n'est pas ma spécialité. Il y a plusieurs méthodes. Tu as la conservation par le froid, des chambres froides. Certaines grosses exploitations ont des chambres froides à l'intérieur de l'exploitation. Parce qu'aussi, l'agriculture, le prix de ta marchandise, de ton produit, est fluctuant avec le marché et la demande. Donc, d'avoir la capacité de stocker ton produit peut te permettre de gagner plus d'argent et d'éviter de rentrer dans un trou. Maintenant, quand on parle de petits exploitants, ça, ils n'ont pas cette capacité-là. Eux, c'est au jour le jour. Ils ont le réseau ici localement avec les banabana, les revendeurs qui viennent sur place, qui prennent. Et puis, bon, voilà, ils s'en sortent comme ça. Tu as le séchage, tu as la transformation dans plusieurs... la congélation, la conserve. Okay. Tu vois? Mais après, le problème, c'est que est-ce que localement, ils consomment ça? C'est toujours le même problème. Parce qu'après, on parle beaucoup d'autosuffisance, l'État en parle beaucoup, etc. Aujourd'hui, pour toi, où est-ce qu'on en est par rapport à cette autosuffisance? Est-ce que, par exemple, un pays comme le Sénégal, est-ce qu'il est possible qu'un pays comme le Sénégal soit autosuffisant? Okay? Et ouais. Comment est-ce que ça pourrait se passer selon toi? C'est tout à fait possible que le Sénégal soit autosuffisant. Le Sénégal a des terres, a de l'eau souterraine, je parle vraiment d'eau souterraine, a des stocks d'eau souterraine énormes, a de la terre non valorisée en pagaille et a un climat favorable. Donc il y a tout pour que le Sénégal soit autonome alimentairement. Maintenant, c'est
C'est juste une question de volonté politique et de permettre aux gens d'avoir les outils pour faire ce qu'ils ont à faire. Ici, déjà, est-ce que c'est possible, bon, pas c'est possible, est-ce que c'est facile d'avoir des terres? Est-ce que les terres sont bien distribuées? Parce que, bon, moi, ce que je remarque actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'internationales qui sont là au Sénégal pour venir exploiter nos terres, etc. Et au même moment, tu vois des gens qui habitent ici au Sénégal qui te disent que oui, nous, on a des soucis pour avoir accès aux terres. Écoute, moi, mon avis par rapport à ça, c'est que déjà la présence des structures étrangères au Sénégal dans l'agriculture, c'est pas un problème. Ça existe partout dans le monde. C'est pas qu'en Afrique. Et au Sénégal, il y a quand même une gestion par le biais du domaine national qui est bien structurée. C'est-à-dire que ce pas des étrangers qui viennent, qui s'accaparent des terres comme on aime souvent le dire ici. Non, c'est des locations. C'est des contrats avec l'État. L'État loue. C'est des baux, on appelle ça, c'est un bail. Parce que le domaine national, les terres appartiennent à l'État. L'État en fait ce qu'il veut. Maintenant, il y a des réalités rurales où dans les villages, dans les communautés rurales qu'on appelait à l'époque, chaque famille a ses terrains. Ouais. Maintenant, et encore, ils ne sont pas propriétaires des terres parce que c'est le domaine national, mais ils ont le droit d'usage. Maintenant, quand ces propriétaires, entre guillemets, terriens, des Sénégalais, vendent leurs terres à un étranger du village, je ne parle pas à un étranger, que ce soit un Sénégalais, un Malien ou un Français ou peu importe, mais ça c'est son droit. Mais après qu'ils viennent se plaindre, qu'ils viennent se plaindre que les étrangers viennent prendre leurs terres, ça c'est aussi de l'hypocrisie. Donc voilà, et puis c'est une réalité. Moi dans la zone où je suis, il y a énormément de spéculation foncière. Mais c'est-à-dire les prix commencent à augmenter. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur ça. Parce que tu sais, le Sénégal, la population sénégalaise augmente et la classe moyenne aussi augmente et la classe moyenne cherche aussi à obtenir des terres s'ils n'ont pas la chance de l'avoir à l'origine. Parce qu'au Sénégal, comme je dis souvent, beaucoup de familles ont la chance d'avoir des terres dans leur village d'origine. Quand tu vois par exemple le Magal de Touba, Dakar se vide. Quand tu vois la Tabaski, les gens rentrent dans leur famille, dans leur village, Dakar se vide. Les Dakarois réellement ne sont pas énormes. Donc dans leur village d'origine, tous ces gens-là ont des terrains. Maintenant, il faut pouvoir les valoriser. L'accès à l'eau, on a aussi un très grand problème, c'est la divagation des animaux avec les bergers. Donc ça, c'est un grand problème de sécurité. Donc, mais le potentiel, il est là. C'est-à-dire que les animaux, ils viennent détruire les récoltes. Ils viennent détruire les récoltes, ils viennent détruire les champs. Donc forcément, ça demande des moyens pour sécuriser ces périmètres-là. Ça demande c'est une vraie volonté politique locale et nationale. Donc c'est des choses souvent sur lesquelles je débat avec les populations, c'est des choses où les gens doivent se réveiller. Alors Steve, on parle aussi beaucoup de transformation. Oui, il faut transformer, il faut valoriser, etc. Est-ce que pour toi c'est facile de transformer? Est-ce que n'importe qui peut transformer? Ça dépend du type de transformation. Il y a des transformations artisanales. N'importe qui peut le faire du moment où il est formé pour le faire. Et ça, moi je dois féliciter aussi beaucoup d'organismes, d'ONG qui forment souvent les femmes, les groupements de femmes dans les villages pour transformer leurs produits. La mangue, on peut en faire du vinaigre, on peut en faire de la confiture, on peut en faire du jus, on peut en faire de la mangue séchée, au lieu que les mangues pourrissent par terre. Il y a des exemples comme ça pour le poisson, pareil, le poisson séché, fumé, c'est pareil. Donc c'est une valorisation du produit qui existe localement. Maintenant, il faut voir à quelle échelle on le fait et pour quel type de produit aussi. Donc tout est possible, mon ami. C'est une question de volonté, encore une fois. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, moi, je remarque aussi que l'intérêt envers l'agriculture est en train d'augmenter petit à petit. Les gens, ils sont en train de se rendre compte que voilà quoi, c'est un domaine primordial pour le développement d'un pays. Et n'empêche quand même qu'il y a toujours des gens qui pensent que oui, l'agriculture c'est pour mon grand-père qui est au village, etc. Voilà quoi, c'est pas pour moi qui voilà quoi, j'ai eu mes diplômes. C'est peut-être quelque chose pour les pauvres quoi. Est-ce que tu penses que l'agriculture paye actuellement? Déjà, je pense que c'est un complexe. C'est un complexe parce que l'agriculture déjà,
c'est pas un simple corps de métier, l'agriculture. C'est un mode de vie. C'est être paysan. Et moi, je plains les Dakarois qui vivent ici. Tu vois, là, je marchais au bord de la route avec les embouteillages, je commençais à tousser avec la pollution. Moi, je viens de la forêt, là-bas, tout va bien. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question de choix. Après, tu peux comprendre la nouvelle génération, parce que c'est la génération du numérique. Donc forcément, peut-être que la nature, le végétal ne les attire pas. Mais encore une fois, c'est une question de choix. Pour moi, il n'y a pas mieux qu'une vie dans le milieu rural. Il y a énormément de choses à faire, encore une fois, avec énormément de liberté. Et la liberté n'a pas de prix. C'est tout à fait ça. Moi, par exemple, dès que je sors, parce que je suis originaire de la Casamance, mais tu sens carrément que tu respires mieux, tu manges mieux. L'air est très pur. C'est-à-dire, c'est comme si tes poumons s'ouvraient. C'est carrément différent, quoi. Après, quand tu manges aussi, tu ne manges pas des trucs transformés, tu ne manges pas des trucs dans des boîtes de conserve, etc. Et tu es plus en... C'est-à-dire, tu fréquentes moins les hôpitaux. Ouais, c'est pas le même rythme. Ah, c'est pas le même rythme. Et puis, là-bas, la vie est beaucoup plus... comment le dire? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus posé. Parce qu'ici, à chaque fois, tu cours après les fins du mois, quoi. Il y a la fin du mois qui tombe, il y a la scolarité, la location, il y a pas mal de factures qui te tombent dessus, quoi. C'est vrai. Automatiquement. Donc, raison pour laquelle c'est compliqué d'avoir une vie qui est sereine ici. Et j'ai remarqué aussi que pas mal de gens qui travaillent ici en entreprise, tu leur dis, c'est quoi toi comment est-ce que tu veux vivre ta retraite? Ils te disent, moi je veux un ranch. Ils te parlent de ranch, ils te parlent d'une ferme, quoi. Moi je veux une ferme. Et les gens, ils ont commencé à réfléchir de la sorte. Ils savent que la vie dans une ville, c'est pas vraiment une vie, quoi. Tu es là en train de courir de gauche à droite, tu es épuisé, tu es tout le temps stressé et c'est compliqué, quoi. Alors, je disais que l'intérêt envers tout ce qui est les régions, l'agriculture, etc. est en train de grandir parce qu'on voit de plus en plus. Moi, personnellement, je t'ai connu grâce à une vidéo que tu as fait. Tu étais en train de former. C'était une vidéo qui était super, c'est-à-dire c'est super impactant. Ce que tu es en train de partager et automatiquement, voilà, quoi. J'ai pas pu t'oublier, quoi. C'est-à-dire après quelques années, c'est-à-dire la vidéo a fait des années, mais jusqu'à présent, c'est une vidéo qui impacte. Tu étais en train de former des gens. Tout à fait. Est-ce que tu es... voilà, quoi. Est-ce que tu formes dans ta structure? Bon, tu vas dans un premier temps nous parler de ta structure, de ce que tu fais. Et aussi, on va parler de ça aussi. Steve, tu es fondateur du GIE Elite Pal. Et en même temps, tu es un pionnier dans le domaine du palmier à huile. Okay. J'aimerais en savoir beaucoup plus sur ça. Écoute, effectivement, je suis le président fondateur du GIE Elite Palm. C'est un GIE, une structure spécialisée dans le domaine du palmier à huile au Sénégal. J'ai créé cette structure, pourquoi? Pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai constaté qu'au Sénégal, le palmier à huile... Moi, dioutir. Dioutir, madame, c'est l'huile rouge. Si, non, voilà. Donc, si tu veux, au Sénégal, j'ai constaté que le palmier à huile pousse. Donc, en Casamance, tout le monde sait qu'il y a du palmier à huile. Il y en a également à Dakar. Il y en a oui, il y a des plants de palmier à huile qui sont là. C'est ce qu'on appelle les palmiers endémiques. C'est les palmiers sauvages. Il y en a à Mboro. Il y en a à Palmarin. Donc, je me suis posé la question, pourquoi le Sénégal, jusqu'à présent, parce que le Sénégal ne fait pas que diouline, il fait pas que dioutir. Pourquoi jusqu'à présent le Sénégal n'a pas misé sur cette filière-là, malgré le fait que le climat ne soit pas forcément idéal, mais c'est un climat adapté. Et c'est à ce moment-là où j'ai créé cette structure pour développer la filière. Ça, c'est mon objectif principal, c'est de développer la filière au Sénégal, une filière qui n'existe pas, mais la développer sur des bases solides et sur des bases professionnelles. Donc, j'ai créé le GIE Elite Palm, qui est à ce jour la seule structure mandatée et habilitée à produire des plants certifiés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je produis des plants de palmier à huile Tenera Sirab qui proviennent du leader mondial dans le domaine. Ok? Donc je produis des plants que je vends.
à des investisseurs, à des ONG ou même à l'État. Et j'accompagne les investisseurs, j'accompagne l'État dans toutes les étapes, tout le processus qui va de la plantation à l'entretien de la plantation, jusqu'à l'étape finale qui est la transformation. Mais sur la transformation, on n'y est pas encore arrivé. Parce qu'il faut plusieurs années avant que les palmiers commencent à produire. Donc ça, on a le temps de se structurer spécialement sur ça. D'accord. Donc, dans un premier temps, toi, tu fais les plans. Alors, les plans, avant que ça puisse pousser et devenir, voilà, donner des arbres qui vont donner des fruits, etc. Il y a un peu de temps qui va passer. Tout à fait. Alors, et une fois que ça commence à produire, alors, parce qu'ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait des palmiers à huile? Moi, duty, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le palmier à huile? C'est une très bonne question. Parce qu'avec le palmier à huile, tu fais énormément de choses. Déjà, avec le palmier à huile, tu sais, le palmier à huile, il fait un régime. C'est-à-dire un régime, c'est une grappe avec plusieurs fruits, beaucoup de fruits tout autour. D'accord? Ce régime-là, une fois qu'il est récolté, on sort les fruits un par un et c'est là où démarre la transformation. Donc le fruit du palmier à huile, c'est un fruit qui a une chair orangée et avec une noix à l'intérieur. D'accord? Et donc la première transformation, c'est de sortir l'huile qui est contenue dans la pulpe. D'accord? Et c'est là où on sort l'huile rouge. C'est la chair orangée là. C'est ça. L'huile sort de ça. Du tirbi, ça vient de la chair orangée. Exactement. D'accord. D'accord. Donc l'huile rouge sort de la pulpe, de la chair du fruit. Donc là, on obtient de l'huile rouge. Mais cette huile rouge là, on peut la raffiner encore. D'accord. D'accord? Donc quand on va la raffiner, on va obtenir ce qu'on appelle de l'huile végétale. Et l'huile végétale, c'est ce qu'on utilise pour le thieboudienne, c'est ce qu'on utilise pour faire le beurre, c'est ce qu'on utilise. D'accord, on peut utiliser cette huile végétale là pour produire du diwlin, ça fait quoi, à frire quoi, de l'huile à frire quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Déjà, on a deux huiles sur le même fruit. On a une huile pour le soupe kanja. Voilà. On a notre huile pour le soupe kanja et on a notre huile à frire quoi. C'est ça. Donc on a l'huile rouge et cette huile rouge là, on peut la raffiner pour obtenir de l'huile végétale. Mais l'huile végétale, donc, elle est utilisée en cuisine, mais aussi en agroalimentaire. Donc il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup d'aliments transformés, les biscuits, du beurre, énormément de choses. Le Nutella, par exemple, où on trouve de l'huile de palme à l'intérieur. D'accord? Et là, c'est de l'huile raffinée. Et la troisième chose qu'on obtient avec ce fruit provient de la graine. La graine, on l'appelle le palmiste, et là, on obtient de l'huile de palmiste, qui elle aussi est utilisée en agroalimentaire ou en cosmétique. Donc là, on a trois. Quand tu parles de la graine, parce que nous, en Casamance, on connaît un peu. C'est-à-dire, quand tu enlèves la partie orangée là, tu as un truc noir, un noyau qui est noir. C'est ça. Quand tu casses le noyau, tu as c'est de cette graine-là dont tu parles? Exactement. Voilà, parce que nous, on mange ça. Ouais. Nous, on mange. On peut soit le manger comme ça. Voilà. Traditionnellement, il y a des repas qui sont faits avec la graine. La graine là, parce que la graine, elle a un peu la texture du noix de coco, quoi. Exactement. Donc en fait, après, ça dépend des habitudes. Mais tu peux manger la noix, comme tu dis, dans des préparations de cuisine. Ah bon? Mais cette noix-là, tu peux la presser et en obtenir une huile. Yeah. Donc ça, c'est une huile semi-précieuse, qu'on appelle l'huile de palmiste, qui coûte 3 fois plus cher que l'huile de palme classique. Waouh. Sauf que cette huile-là, on s'en sert pour quoi? ça peut être pour la préparation des repas. Yeah, ok. Ou sinon en cosmétique. En cosmétique aussi, ça sert. Ça rentre dans les crèmes hydratantes, etc. Dans du shampoing, dans beaucoup de choses. Voilà. Donc là, tu as 3 huiles avec un seul arbre et tu as encore des résidus d'huile qui sont utilisés pour faire du savon, par exemple. Donc tu peux faire du savon encore avec les résidus. Et bon, après, tu peux faire énormément de choses. Les palmes, tu peux faire des balais. Yeah, tout à fait. Parce que les balais qu'on a ici, les balais traditionnels, ça vient du
palmier. Exactement. Donc il y a énormément de choses qu'on peut Il y faire. a eu toute une économie qui a autour de l'huile de palme. Tout à fait. Donc maintenant, il y a un avantage aussi principal, c'est que moi, quand je souhaite développer la filière palmier à huile au Sénégal, c'est dans un contexte, dans un schéma agroforestier. C'est-à-dire, on n'est pas dans un schéma comme en Malaisie ou en Indonésie, où on rase la forêt pour planter des palmiers. Parce que là, c'est une catastrophe écologique. Nous, on n'est pas dans cette vision-là. Déjà, le Sénégal, mis à part la Casamance, où on trouve des forêts, la plupart des zones sont semi-arides et peu boisées. Donc nous, l'idée qu'on a, c'est de planter du palmier à huile dans des zones peu boisées, donc de créer un écosystème et de l'intégrer avec des cultures associées. Parce qu'on peut cultiver tout type de culture entre les palmiers. Yeah. Donc c'est pour l'investisseur, peu importe le nombre d'hectares qu'il a, ça va lui créer plusieurs revenus. Et le palmier à huile, tu le plantes, c'est pour 50 ans. Ok, donc sur le long terme, c'est quelque chose, tu patientes un peu. Ouais. Sur le long terme, ça te donne des revenus réguliers. Exactement. Et puis, ça ne casse rien. C'est-à-dire, tu peux avoir des cultures, c'est-à-dire sur le court terme, sur le moyen terme, et planter ça pour que ça donne des résultats sur le long terme. Et une fois que ça commence à donner des résultats, tu en as pour 50 ans. C'est exactement ça. Alors nous, on travaille sur une variété qui est obtenue par la recherche du CIRAD. C'est un grand institut international dans la recherche agricole, qui recherche dans tout type de spéculation. Et là, c'est une variété qu'ils ont obtenue après plus de 80 ans de recherche. D'accord? Et ce qui fait qu'en milieu semi-aride, avec un déficit hydrique, c'est-à-dire qu'avec un manque d'eau, on arrive quand même à avoir des très bonnes productions. Et on a des exemples, parce qu'on va me demander, oui, mais au Sénégal, quels sont les exemples concrets? On a des sites pilotes qui ont été installés à l'époque par Abdoulaye Wade en 2006, qui ont été repris en 2014. Et on a des plants de notre variété qui proviennent de chez Palmélite, au nord, à Sanar, derrière l'UGB de Saint-Louis, à Keur-Montmarsar, à Bambey. On a des plants qui ont 3 ans qui commencent à produire. Donc on sait que ça peut fonctionner et que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi on essaie de... Donc ton GIE, son focus c'est plus sur les zones. C'est pas la Casamance, c'est plus les zones. C'est partout. Okay. Partout où le besoin est, nous on intervient là-bas. C'est juste que j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est pas limité à la Casamance. Vous avez des terres disponibles, non valorisées, partout dans le Sénégal. On peut vous planter du palmier à huile. Et ça va marcher. Tu comprends? Ça peut créer des oasis dans des zones où il n'y a rien. Tant qu'il y a l'eau et qu'il y a la terre, avec un minimum de sécurité. Parce que tu plantes des palmiers à huile sans clôture, sans rien, et que tu laisses les animaux passer, forcément tes palmiers à huile ils vont être saccagés. Donc si vous avez des terrains non valorisés, que vous cherchez des choses à faire sur vos terres, je vous conseille de mettre du palmier à huile et on va vous accompagner pour ça. Alors, quand tu parles d'accompagnement, parce que moi, je t'ai connu grâce à une vidéo vraiment... voilà quoi, c'était super impactant ce que tu partageais. Il semblait qu'il y avait des gens qui se formaient autour. Tout à fait. Toi, est-ce que tu es dans la formation? Tu formes des profils? Je forme énormément de gens, des stagiaires, des étudiants qui sont en agro ou même des néo-investisseurs de la diaspora ou sénégalais. Et je reçois énormément de monde chez moi, dans ma ferme, avec qui je passe du temps, j'échange et que je donne. Quand tu parles de ta ferme, tu es basé où? Moi, je suis basé à Mbodiène, sur la côte d'Ivoire. Ah, tu sais, tu es basé par... Tu es voisin à Akon. Je suis juste en face de chez Akon. Non, lui, il est bien parce qu'il c'est un voisin à Akon, quoi. Il est voisin avec les grands. Exactement. Right. Écoute, juste pour revenir sur une chose. Tu sais, moi, je suis consultant agricole de plus de 20 ans d'expérience. Wow. Je suis spécialiste dans le conseil, le diagnostic et l'accompagnement dans l'aménagement de fermes intégrées et autonomes. Et quand tu parles de ferme intégrée, ça pourrait être un peu technique pour nous les novices. Voilà, tout à fait. Écoute, une ferme intégrée et autonome, c'est quoi? C'est une ferme qui englobe plusieurs corps de métier. C'est-à-dire que ce n'est pas une monoculture.
Donc, tu as un terrain que tu boises avec tout type d'arbres, que ce soit des fruitiers, des forestiers. Tu cultives des cultures céréalières, maraîchères, fourragères. Tu fais en même temps ton élevage, que ce soit de la volaille, que ce soit du bovin, du caprin, peu importe ce que tu fais, même de la pisciculture. En fait, tout est intégré à l'intérieur de la ferme. Tout à fait. Et moi, je pars surtout sur des modèles où le paysan, l'investisseur, vit sur place. Donc, on parle d'autonomie énergétique et en eau. Voilà mon corps de métier. Mais ça c'est super intéressant hein, parce que après, tu es tout à fait indépendant. Voilà, tu peux rester très longtemps dans ta ferme sans pour autant avoir besoin de... Écoute, c'est ça l'objectif. De sortir. Et en termes de formation, comment est-ce que tes formations se passent? Écoute, actuellement, je t'avoue que je fais que des formations personnalisées sur demande. On me contacte, j'accueille des gens une journée, 2 jours, je peux les héberger sur place. Ça, c'est principalement pour des investisseurs. En grande majorité, c'est la diaspora ou des locaux voilà, qui viennent chez moi. Même en une journée, on peut faire déjà beaucoup de choses en une journée. Parce que moi, je ne vais pas partir sur une formation agricole technique. Parce que là, il faut du temps pour maîtriser le phytosanitaire, la fertilisation, beaucoup de choses. Mais moi, je vais englober vraiment, on va dire, la réalité et les besoins, les fondamentaux. Les fondamentaux, je veux investir dans l'agriculture. J'ai un budget pour le faire, comment faire? Et surtout comment faire pour éviter de me faire avoir et de perdre mon argent. Donc moi je mets à disposition mes 20 années d'expérience de terrain que je condense en un module, en une seule journée. Déjà tu pars avec beaucoup de choses et en plus de ça tu pars avec mon contact. Donc dès que tu as quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, contacte-moi et moi je te mets sur les rails. Exactement. Et là, on voit qu'il y a pas mal d'initiatives dans le domaine de la formation. Je peux parler de DieuxZone, etc. Est-ce que toi, tu prévois, par exemple, des cohortes pour des jeunes étudiants ou bien des jeunes investisseurs qui n'ont pas forcément de gros moyens, qui veulent se lancer? Écoute, je t'avoue que j'y ai pensé, hein, parce que j'ai une infrastructure qui est en cours de finalisation. J'ai pensé à créer un centre de formation, un peu comme sur le modèle de DieuxZone. D'ailleurs, il fait un très bon travail, que je félicite. Maintenant, le problème, c'est que moi, je suis limité aussi, parce que je suis seul. Et encore une fois, il faut être accompagné, il faut du monde. DieuxZone, ils ont une très grosse équipe. Donc, c'est quand même c'est un autre métier. Et donc, jusqu'à présent, je n'ai pas eu vraiment le temps de dynamiser ça. Donc, je fais au fur et à mesure des demandes que je reçois, que ce soit au téléphone, que ce soit physiquement, localement. Voilà, donc pour le moment, je suis uniquement sur ça. Mais bon, je pense à pourquoi pas créer un centre de formation physique pour accueillir des stagiaires sur des plus longues durées. Ça pourrait être super intéressant. Faire du perfectionnement et aussi de la formation pour des novices. Ouais. Et pourquoi pas accueillir des stagiaires, hein? Exactement. C'est-à-dire des gens qui ont un savoir théorique et qui voudraient vraiment mettre la main à la pâte, avoir tout à fait. quelque chose de pratique, quoi. On a touché à pas mal de points. Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais qu'on aborde avant de clôturer? Écoute, moi je pense que la sensibilisation des populations, c'est la base du développement. Moi je suis sénégalais, je suis fier d'être sénégalais. Je me bats pour développer une filière, parce qu'on ne peut pas tout faire. Je me bats pour développer une filière en particulier sur le palmier à huile, parce que je crois au potentiel pour le pays et pour les populations locales. Et pour revenir en arrière sur les pirogues, sur Nicaragua, sur tout ça, au Sénégal, il y a énormément de choses à développer, mais il faut que les populations prennent conscience de ça. Et la seule solution, c'est l'échange et la sensibilisation. De donner des exemples concrets. Tu parlais de la Casamance, j'étais en Casamance très récemment pour une mission d'audit pour le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que j'ai fait l'audit des 11 sites pilotes qui sont présents au Sénégal, du projet Palmier à huile. Et j'arrive à Afignam, dans le site pilote de Afignam. Je retrouve là-bas les femmes, on discute, je vois leur site. Mais mon ami, ils sont dans une forêt magnifique, dans un contexte magnifique, où il y a tout pour vivre heureux.
Donc, c'est l'échange, c'est le dialogue. Après, chacun a ses idées, chacun a sa vision. Mais la sensibilisation, c'est faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont devant eux est suffisant. Ils n'ont pas besoin d'aller loin pour trouver le bonheur. Comme je dis souvent, la vie là, c'est pas compliqué. C'est l'homme qui se la complique. Voilà comment je pourrais conclure même la chose. Ça, Moi, j'ai de petites questions. Hein. En général, je termine mes interviews avec ces petites questions. Comment est-ce que tu fais? Quelles sont les méthodes que tu utilises pour tout le temps rester à jour, pour apprendre de nouvelles choses, etc. Écoute, c'est vrai que moi, je pense qu'un entrepreneur, on est avec un talent, avec une vision. Toi, moi, personnellement, je n'ai pas duré à l'école. Je n'ai pas de diplôme. Mais même aujourd'hui, mes parents me disent que quand j'étais petit, j'étais déjà dans le business. J'allais laver des voitures pour gagner quelque chose. J'achetais quelque chose que je revendais 2 fois le prix. En fait, je crois que c'est la personnalité. On ne devient pas entrepreneur, on l'est. Il suffit juste, encore une fois, d'avoir des visions, d'avoir des idées, des ambitions et de savoir prendre des risques. Maintenant, on ne gagne pas à chaque fois. Tout à fait. On ne gagne pas à chaque fois. Des fois, tu gagnes beaucoup d'argent, des fois, tu ne gagnes pas d'argent. Et aussi, il faut savoir gérer son argent. Après, je pense qu'en fait, être entrepreneur, c'est une liberté. Comme je dis, la liberté n'a pas de prix. Mais cette liberté-là a énormément de contraintes et de réalités. Il faut aussi savoir faire beaucoup de sacrifices. Et à tout moment. Et surtout au début. Les débuts sont les plus difficiles. Mais il faut savoir que quand tu gagnes, il faut faire attention de te dire que cet argent que tu gagnes là, si tu joues avec, tu risques de repartir à zéro. C'est là où aussi il faut avoir une certaine intelligence dans la gestion. Et je trouve qu'au Sénégal, il y a énormément d'exemples avec les réseaux. Comment, tu me poses une question de comment j'alimente mon savoir, mon énergie entre guillemets, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, au lieu de regarder des gens danser ou quoi, mais tu vois des entrepreneurs, d'ailleurs comme toi, avec ce que tu fais avec tes réseaux. Tu es dans la sensibilisation, tu es dans l'éveil. Mais il y a des gens comme toi, en pagaille, dans tous les domaines d'expertise. Donc il suffit de passer son temps, les quelques heures que tu as de disponible, à chercher des informations, à chercher des exemples et à pourquoi pas répliquer. Et à pourquoi pas, quand tu es prêt, à mettre ton propre truc en place. Comme moi avec le panier à huile, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Mais moi j'ai eu l'idée, j'ai eu l'ambition et j'ai mis les moyens de le faire. Alors, personne ne me dit que je vais gagner. Parce qu'effectivement, je le fais pour gagner ma vie et nourrir ma famille. Mais je le fais aussi avant tout pour répondre à un besoin national. C'est ça aussi moi qui m'anime à la base. C'est ça qui me donne mon énergie. Ce n'est pas l'argent que je vais gagner derrière. C'est vraiment une ambition nationale, c'est une vision que j'ai. Et d'avoir la fierté d'être le pionnier dans ça et d'avoir eu un impact. Que le jour où on va m'enterrer, on saura ce que j'ai fait dans ce pays-là. Dans mon pays, le Sénégal. Tu comprends? Je comprends. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, ça a été une interview très enrichissante. On a appris énormément de choses. Donc, moi, de ce fait, je vais vraiment te remercier parce que tu es quelqu'un de... Voilà. Moi, j'ai eu la chance, quand on a échangé, tu me disais que, voilà, tu as dit que tu allais être sur Dakar, que, voilà, je dis que j'allais en profiter. J'ai eu la chance de... Avec grand plaisir. Voilà, quoi. Et donc, on te remercie pour ta générosité parce que tu as partagé énormément de choses avec nous et aussi pour ton temps. Écoute, moi c'est moi qui te remercie et ton équipe également. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet. Et écoute, moi je pense qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer une génération sans qu'il y ait des gens comme toi qui cherchent à éveiller les consciences et à parler de tous les sujets sans tabou. Alors ça c'est très important. Alors félicitations et encore une fois je vous invite à vous abonner et à suivre tout ce qui va se passer derrière, Inch'Allah. De toute façon, vous aurez tous les liens des réseaux de Steve en description sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à le suivre et à profiter aussi de la valeur qu'il partage. Donc en attendant, on dit à tout le monde merci beaucoup et à une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Allez, merci, à la prochaine.